Bonjour et bienvenue pour cette série d'émissions consacrée à la filière économique du sport que nous menons avec le GIE France Sport Expertise. Comme toute filière économique, le sport connaît des défis. Quels sont-ils? Doivent-ils être menés et de quelle façon? Un sujet que l'on va débattre aujourd'hui avec Benoît Gosseron. Vous êtes directeur des Jeux Olympiques et Paralympiques pour le groupe BPCE. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Sébastien Poirier, vous êtes vice-président du Comité national olympique et sportif français. Bonjour. Bonjour. Et Jérémy Botton, vous êtes président de Spartner. Bonjour. Merci à tous les trois d'être ici. Peut-être pour commencer, poser un peu la problématique, le poids du sport français, de la filière économique du sport français, c'est quoi aujourd'hui? Benoît, peut-être c'est mieux placé pour répondre. D'un point de vue économique, mais c'est un aspect du sujet, l'économie du sport, c'est à peu près 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires avant la pandémie. C'est à peu près 400 à 500 000 emplois qui sont directement impliqués dans l'économie du sport. Ce sont plus de 112 000 entreprises dont le chiffre d'affaires est réalisé en majorité dans une activité directement sportive. Et ce sont plus de 365 000 associations sportives, associations et clubs sportifs dans tous les territoires qui sont mobilisés, souvent dans le cadre des fédérations sportives, pour proposer des activités sportives aux Françaises et aux Français. Si on devait avoir une image, si on devait comparer ce que représente ce poids, vous diriez que c'est quoi? Je dirais que c'est 2% du produit intérieur brut français. Donc ça, c'est plutôt une majeur, image qui marque finalement. C'est majeur, mais ce qu'on peut dire, et on va sans doute en reparler, c'est que l'économie du sport n'est pas considérée comme elle le devrait. C'est un secteur économique à part entière, avec des opportunités de croissance, de développement, qui doivent être considérées comme les autres filières, comme les autres secteurs économiques, au même titre que la culture, le luxe, l'agroalimentaire. C'est un secteur économique à part entière. C'est aussi, oui. Pour compléter, Bien sûr. 16 millions de licenciés dans nos fédérations sportives, plus de 150 000 clubs sportifs fédérés, donc qui, comme l'a évoqué Benoît, et c'est également des millions de bénévoles, 3,5 millions de bénévoles qui, tous les week-ends, tous les jours, font en sorte que le sport en France soit accessible, que nos enfants puissent être accueillis dans des structures, que les compétitions puissent être organisées. Donc c'est vraiment, il y a évidemment l'aspect économique qui est majeur, mais aussi la vie associative et sociale qui est considérable et qui est vraiment ancrée dans notre territoire. Mais là où je rejoins Sébastien et Benoît, c'est que ce n'est pas perçu comme tel aujourd'hui. Dans l'économie, dans le discours, c'est pas identifié comme une vraie filière, un vrai poids économique. Et on le voit d'ailleurs dans les différents débats politiques ou dans les arbitrages souvent interministériels. Le sport est souvent relégué en queue de peloton. C'est une image malheureusement peut-être qu'il faut donc améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement changer cette image? On a vécu une pandémie où finalement l'activité sportive, j'allais dire pas professionnelle, a été encouragée. Il y a des applications, il y a beaucoup le recours au numérique pour finalement peut-être démocratiser un petit peu plus le sport. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de momentum aujourd'hui pour pousser un petit peu plus et pour aller un peu plus? Je vous rejoins tout à fait. Il y a un momentum dû à la pandémie et tout ce que vous venez de souligner. Il y a un momentum dû aux Jeux olympiques et paralympiques qui vont avoir lieu dans 2 ans. Tout ça, c'est un accélérateur. On voit bien que maintenant, le ministère de l'Éducation nationale a essayé de développer le sport à l'école. Et donc, il faut absolument qu'on puisse profiter de ce momentum pour changer totalement l'état d'esprit de la France en général, sur le sport en général, et pas que du point de vue économique, et pour qu'on puisse surfer post-2024 sur ces sujets-là, et pas qu'il y ait une décompression globale. C'est un point d'étape. Les Jeux Olympiques et Paralympiques doivent nous permettre d'accélérer tout ça, mais le monde sportif, le monde économique que nous sommes, doit permettre à la France, aussi bien sur le territoire national qu'à l'export, de se servir des Jeux Olympiques et Paralympiques comme tremplin. C'est important à mes yeux. Oui. Voilà. Vous avez parlé de l'école de l'éducation. Est-ce que ça, finalement, c'est pas aussi, notamment je m'adresse à vous, puisque vous êtes chargé notamment de la transformation économique au sein du comité. Est-ce que l'éducation, c'est pas déjà la première brique qui doit être posée pour justement que le sport ne soit pas considéré que quelque chose, une activité finalement secondaire que l'on fait à l'école, mais qui ne mène pas forcément à quelque chose de professionnel derrière? Mais c'est-à-dire que le sport, c'est énormément de choses.
on l'a évoqué, quand on parle de sport, on découvre des valeurs exceptionnelles, des valeurs éducatives, des valeurs de formation, du lien social. Et c'est vrai que vous avez évoqué la mise en place, à travers malheureusement la pandémie, de moyens dérivés pour faire du sport, mais c'est une pratique individuelle. Le monde sportif a souffert, nos jeunes ont souffert de l'absence de sport. Et on a vu l'importance du sport en France pour nos jeunes, pour les parties compétition, etc. Donc oui, il est majeur d'un point de vue économique indirectement, mais fondamentalement structurant pour notre société. C'est du lien social, c'est du vivre ensemble, c'est de l'éducation, c'est de la formation, c'est l'apprentissage de règles. Le sport constitue, il y a l'école, comme ça, il y a la famille, mais je pense sincèrement qu'il y a aussi le monde du sport qui est là pour former, éduquer, pour former aussi des hommes et des femmes qui sauront prendre des responsabilités, être éducateur, être arbitre, encadrer une équipe, être bénévole. On apprend des choses qui vous rendent plus fort lorsque vous êtes collaborateur, salarié. Donc je crois que la pandémie a mis en lumière l'importance du sport. Et je rejoins totalement ce qui a été évoqué. Le sport mérite mieux que ce que l'on en fait aujourd'hui ou ce que l'on en dit, parce qu'évidemment il y a la performance sportive et qui nous fait vibrer en tant que supporters de nos sportifs, mais c'est ça, mais c'est aussi bien d'autres choses, et je dirais que c'est l'association que l'on va voir avec 2-3 bénévoles, c'est où est-ce que je peux mettre mes enfants, où est-ce que je peux découvrir le sport, où est-ce que je peux faire du sport, et ça c'est fondamental. Outre l'éducation, on est dans un contexte aussi politique. Est-ce que le politique lui-même a bien compris que le sport était une filière à part entière ? En tout cas, la présidente du CNOSF, Brigitte Henriquez, dans ses axes de programme, a clairement indiqué que le premier axe était de faire en sorte de repositionner ou de positionner le sport là où il doit être, c'est-à-dire un enjeu majeur, et arrêtons d'associer le sport au sportif avec son survêtement, à l'éducateur avec son survêtement, au dirigeant de fédération avec son survêtement. Je pense que le sport, c'est autre chose, et c'est bien plus que cela, et donc en termes politiques, Brigitte Henriquez travaille avec ses équipes pour faire en sorte de repositionner le sport là où il doit être. C'est un travail de longue haleine parce que ça s'inscrit dans un temps long. Et évidemment, il faut que nos élites arrêtent de dénigrer le sport. C'est-à-dire qu'on oppose souvent culture et sport. Il ne faut pas les opposer, ce sont deux choses complémentaires. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, au sein de notre groupe BPCE, avec les banques populaires, avec les caisses d'épargne, avec Natixis, avec nos 7000 agences, nos 35 000 conseillers clientèle dans tous les territoires, on essaie de poursuivre les objectifs que tu évoquais tout à l'heure. D'abord en étant des acteurs de ce secteur économique, la partie marchande, on a évoqué les plus de 100 000 entreprises qui sont directement impliquées dans ce secteur, et puis tout ce tissu associatif qui est absolument clé pour le lien social auquel on essaye de contribuer. Et puis, la perspective des Jeux Olympiques de 2024, dans cette perspective-là, puisque nous sommes partenaires, nous essayons de faire en sorte que non seulement on puisse engager nos 35 millions de clients, nos 100 000 collaborateurs, nos 9 millions de sociétaires dans les banques populaires, dans les caisses d'épargne, jusqu'en 2024, mais c'est très important, et vous l'avez dit, après 2024, quel héritage on va laisser dans nos territoires, dans nos entreprises, parce que, en effet, le sport, c'est le meilleur allié de la santé, c'est le meilleur allié de l'insertion sociale, c'est le meilleur allié, y compris dans les entreprises, de l'expérience collaborateur réussie. Bref, le sport joue un rôle pivot, et en effet, tu l'as dit, l'activité sportive et le secteur économique sportif doivent être reconsidérés, notamment par les élites. Une seule anecdote. Aujourd'hui, quand on est dans une classe préparatoire en France, il y a très très peu d'élèves qui vont en cours de sport quand il y en a. Et donc cette bataille-là, de la représentation que nos dirigeants peuvent avoir du sport, commence dès l'école. Je partage à 100% les propos de Benoît, notamment sur la prépa. Mais un dernier point, peut-être avant de basculer sur l'économie du sport. On parle beaucoup aussi de communautarisme en ce moment. On a beaucoup c'est présent tout le temps dans les médias, dans notre vie, etc. Un club de sport aujourd'hui, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de black, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de beurre. C'est un lien social. C'est clé en fait. Et c'est encore plus clé qu'avant. Et et nos gouvernants, je trouve, il y a eu une prise de conscience du gouvernement actuel, je trouve personnellement, mais pas assez forte, pas assez loin. Et le club et le tissu associatif jouent un rôle essentiel là-dedans, dans toutes nos communautés.
Justement, il y a les présidentielles qui sont souvent le moment où les candidats écoutent. Est-ce que le sport est vraiment pris en compte par le politique ? Pas que quand il y a finalement un moment qui est adéquat ou qui paraît être le meilleur pour se faire entendre. Il faut pas. Il y a des actions qui ont été menées par l'État tout récemment qui permettent d'améliorer les choses, de positionner les choses. Donc tout n'est pas jeté. Il y a un travail qui est fait, qui s'inscrit. Mais je crois que les JO offrent ce focus exceptionnel. Il faut vraiment en profiter pour positionner le sport et en parler du sport de façon générale. Donc oui, il y a un travail qui est mené par le CNOSF, par toutes les actions, tous les mouvements économiques également, pour participer à ce débat, à cette campagne et faire valoir tous les bienfaits du sport. Et pas seulement à travers la performance, Benoît l'a évoqué, le bien-être, le lien social, la santé aussi, et ça a des répercussions sur l'activité économique, parce que des collaborateurs en bonne santé, parce qu'ils pratiquent le sport, eh bien ce sont des collaborateurs qui sont plus performants, donc tout est lié dans notre vie. Une dernière question peut-être avant de revenir un peu plus sur les défis qui viennent, ceux du futur. Est-ce que les athlètes, vous en accompagnez certains, par exemple au groupe BPCE, est-ce que les athlètes ont aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire pendant leur carrière professionnelle, peut-être aussi après, de continuer à avoir ce rôle de porte-parole? Est-ce qu'eux aussi sont mieux, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux les inclure aussi dans le discours que vous-même vous portez? Certainement, et avec nos banques populaires, nos caisses d'épargne, au sein du groupe BPCE, on essaye d'accompagner effectivement des athlètes. On en accompagne aujourd'hui un peu plus de 160, notamment à travers la Fondation du sport, avec un double projet sportif et professionnel, parce que la reconversion des athlètes doit commencer, j'allais dire, dès le début. Ça fait partie du tissu économique. Ça fait partie du tissu économique et ça fait partie du projet. Et pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'athlètes qui puissent s'engager, il faut aussi leur permettre d'avoir non seulement une sécurité matérielle. L'immense majorité des athlètes, c'est pas Mbappé, c'est effectivement des athlètes qui sont souvent au SMIC, voire en dessous du SMIC, et qui ont besoin d'un soutien matériel et qui ont besoin aussi d'être accompagnés par les entreprises, parce qu'un jour ou l'autre, il y aura une carrière qui prendra fin et il faut que les entreprises, et nous essayons de le faire au sein du groupe BPCE, jouent leur part pour former, informer et, j'allais dire, faire tomber les murs entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Et tous ces athlètes sont des richesses pour les entreprises en fait. Ils sont des richesses, mais il faut juste leur permettre d'y avoir accès. Il faut juste les aider. Et donc cette double formation, ce double parcours est clé, et notamment Thierry Braillard qui avait passé une loi pour aider à faire en sorte que ce soit possible. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et c'est réjouissant de voir que des grands groupes comme BPCE ou d'autres se mettent dans ce jeu-là pour que des petites PME comme les nôtres puissent accueillir des athlètes comme ça en leur sein. Et la dernière loi qui est adoptée par le Parlement sur le sport, la démocratisation du sport, prévoit une représentation des athlètes de haut niveau, des SHN. Et au sein du comité olympique, il y a une commission des athlètes de haut niveau qui permet justement de porter la voix de ces sportifs qui rencontrent des difficultés matérielles. C'est évident, je pense qu'il ne faut pas occulter cette thématique qui est fondamentale. Il n'y a pas que les stars et que ceux qui sûr, remènent avec... Généralement, on ne voit que les stars, mais généralement, c'est l'arme qui cache la forêt. Absolument. Oui, et puis peut-être pour ajouter un point, en France, le sport mène au sport. Aux États-Unis, dans d'autres pays, le sport mène à tout. Ça peut mener aux meilleures universités, ça peut mener à des postes en entreprise, parce qu'enfin, on doit reconnaître un parcours sportif, de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs, de coachs. Et ces parcours-là ont toute leur valeur en réalité dans une entreprise. Ce sont des profils que les entreprises doivent plus et mieux reconnaître, parce que ils ont beaucoup à apporter à une entreprise. J'ai envie de vous poser une question. Vous êtes en charge de la transformation économique. Est-ce qu'il y a un réel besoin de transformation ? Oui, parce que Benoît a évoqué un chiffre de 350 000 associations sportives, et moi j'ai évoqué un chiffre de 160 000 associations fédérées au sein de nos fédérations. Donc, et on l'a vu aussi, aujourd'hui le sport se développe hors du champ fédéral, structuré, fédéré. Et ce n'est pas un problème, ce n'est pas un sujet. Plus les Français feront du sport, et mieux c'est pour le sport en général et pour le pays. Mais donc le travail pour nous, fédérations, en effet, c'est de nous transformer, c'est-à-dire qu'on a le cœur de la structuration économique qui est basée sur la licence, sur les partenariats privés et sur la subvention. Et on l'a vu avec la crise, comment est-ce qu'on peut être fragile
si on a une économie de sa fédération qui est basée exclusivement sur la licence. Donc la question pour nous, c'est de savoir comment nous transformer, comment pouvoir parler au monde de l'entreprise, comment pouvoir parler au monde marchand pour faire en sorte que les deux mondes ne soient pas concurrents ou opposés. C'est-à-dire qu'on doit trouver des synergies. Nous, fédération, dans notre mouvement en interne, on doit aussi nous transformer sur la manière dont on prend une licence, la manière dont on utilise les outils digitaux, la manière dont on prépare et on accompagne nos clubs pour faire en sorte que nos associations sportives ne perdent pas leur cœur, leur ADN, qui est un ADN structurel, fondamental et sociétal, mais qu'on n'ait pas peur non plus de parler d'économie. Et que les deux fonctionnent relativement bien pour faire en sorte que globalement, eh bien, l'offre sportive pour nos concitoyens soit de qualité, soit la moins chère possible, parce qu'en partant du tissu associatif, mais qu'on n'ait pas peur de parler dans notre monde à nous d'argent, parce que je pense que ça fait partie des évolutions des fédérations sportives. Donc le CNOSF, c'est 108 membres adhérents au CNOSF, donc on a 108 structurations différentes. Ceci étant, il faut que le CNOSF soit là pour accompagner les fédérations qui souhaiteraient transformer, développer une activité plus marchande, et il ne faut surtout pas opposer les deux mondes. Mais ce n'est pas un gros mot de me coller économie avec le sport. Il ne faut pas, il faut pas. Je pense qu'il il faut surtout pas penser qu'on n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'un club qui organise des rencontres de natation, des courses de natation, il est parfaitement légitime à organiser des sorties, enfin des animations bébés nageurs, des animations sport santé. Et donc il ne faut surtout pas qu'on se coupe de cela, parce que les deux mondes sont liés. Enfin, on le voit quand on parle d'économie du sport. Il ne faut surtout pas opposer le monde associatif du monde de l'entreprise. Si on veut des sportifs de haut niveau, il faut que l'entreprise adhère aussi au schéma, au projet, et ça a du sens surtout. Et là aussi, les Jeux Olympiques et Paralympiques, la pandémie qu'on vient de traverser doit être un accélérateur pour le monde économique. Toutes les entreprises qui constituent cet écosystème, qui sont souvent des micro-entreprises, qui sont souvent des petites entreprises très atomisées, doit permettre à ce secteur de se structurer, de se consolider pour faire des champions français qui vont ensuite, après, gagner des parts de marché à l'export et vendre leur expertise à d'autres fédérations, à d'autres pays, à d'autres organisateurs d'événements. On a une fenêtre de tir incroyable là, dans les 2 ans qui viennent pour réaliser ce défi. Vous avez évoqué tout à l'heure, tous les deux, de ne pas s'arrêter finalement à ce que permet ou promet un événement sportif l'année où il se déroule, mais de justement penser aussi à l'après et de finalement avoir une espèce d'effet de durée dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut changer pour ça? C'est vrai que souvent on a une espèce d'engouement quand l'événement se produit, et puis après on a tendance à oublier, sauf qu'il reste des infrastructures, il reste des sportifs, il reste beaucoup de choses. Finalement, il y a aussi une image finalement de marque, d'attractivité aussi d'un territoire ou d'un pays. Qu'est-ce qu'il faudrait changer sur ce plan-là? Peut-être une remarque là-dessus. Il me semble peut-être qu'à la différence d'autres Olympiades, bien sûr qu'il y aura des installations nouvelles, je pense au village des athlètes, à quelques grandes installations, mais la particularité de ces Jeux de 2024, c'est que notamment à Paris, le stade sera la ville, et la ville sera le stade, et qu'on a des installations qui existent. Et au fond, l'héritage des Jeux, et c'est ce que répète excellemment Tony Estanguet, ça sera un héritage essentiellement immatériel. Qu'est-ce qui doit rester après 2024 dans les pratiques sportives et de mobilité des Français? Comment on doit transformer nos façons de vivre au quotidien, nos mobilités, etc. Donc, pour compléter ce que dit Benoît, je crois que c'est la première fois qu'il y a un COJO qui s'occupe autant de l'héritage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle autant d'héritage que des JO autant que tels, ce qui est fondamental. Parce qu'encore une fois, sur ces 108 fédérations, vous avez une trentaine de fédérations olympiques, mais toutes les autres ne sont pas olympiques. Et vraiment, le projet de ces JO 2024, c'est d'embarquer toutes les fédérations, tous les sportifs, et le fait d'avoir positionné l'héritage au cœur du projet, je crois qu'il est fondamental, et c'est vrai qu'on a une chance historique. Il faut vraiment qu'on en profite pour construire le projet, mais aussi imaginer l'après-projet, parce qu'en effet, ce serait terriblement frustrant, d'imaginer qu'au soir de la clôture, de la cérémonie de clôture, on oublie tout. Non, je pense qu'il faut profiter de ces 2 années pour construire demain. Faire de la France une vraie nation sportive, olympique et paralympique, l'inclusion, enfin n'oublions pas le paralympisme, n'oubliez pas l'inclusion, et transformons notre pays et notre regard vis-à-vis des sportifs handicapés et du handicap en général. Et effectivement, l'héritage sera matériel, mais il doit être aussi matériel économiquement.
C'est-à-dire qu'il doit aussi avoir que ce soit pour les clubs, que ce soit pour les entreprises, etc. On doit se dire, ça a été un tremplin, un accélérateur, ça nous a fait gagner 20 ans pour que la France soit leader dans tous ces domaines-là, aussi bien économiques, et que même que le monde associatif ait pu faire un pas, une mue, entre guillemets, pour que justement ce secteur commercial et le secteur associatif travaillent et collaborent ensemble. Il y a un autre sujet que vous avez abordé finalement un petit peu en filigrane, c'est aussi tout ce qui peut être montré à l'export, c'est-à-dire de montrer ensemble que finalement la France, ou en tout cas la filière, ne serait-ce que la filière, travaille ensemble, répond à des marchés ensemble, se montre ensemble. Ça aussi, c'est un autre des défis importants. Il y a une filière qui se constitue et comme ça a été dit, les Jeux Olympiques et l'aventure olympique et paralympique de 2024, c'est un révélateur et un accélérateur pour constituer cette filière qui est une filière d'excellence. Elle doit d'abord réussir en France sur les grands événements sportifs, et il y en a plein, au premier rang desquels les JO. Avec nos banques populaires et nos caisses d'épargne, on essaye d'accompagner nos clients et nos prospects pour répondre aux appels d'offres de la société de maîtrise d'ouvrage Solidéo, et puis du comité d'organisation des Jeux. Il y a énormément d'appels d'offres qui restent encore à passer. Et puis, hors de France, il faut évidemment que cette filière d'excellence puisse se positionner sur les grands événements sportifs. Et on a là un savoir-faire, une expertise, une connaissance qui peut s'exporter de manière admirable parce que ça joue aussi sur l'attractivité économique de la France. Il y a deux niveaux, à mon sens. Il y a cette équipe de France des métiers et de la filière qui est représentée par France Sport Expertise, qui doit aller conquérir des parts de marché forts de ses références sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et des marchés, il y en a plein à prendre. Il y en a plein à prendre tout le temps, partout dans le monde. On ne parle que des Jeux Olympiques, mais il y a plein d'autres grands événements. Quel type de marché, par exemple ? Il y a plein de championnats du monde, il y a plein de championnats continentaux, de jeux continentaux, tout le temps. Et là-dessus, les anglo-saxons sont souvent très forts. Aujourd'hui, il faut qu'on soit décomplexé sur le sujet. Il faut qu'on y aille ensemble. Et certains gagneront des marchés, je ne sais pas où, en Chine, et d'autres gagneront des marchés en Afrique, et ensuite d'autres en Amérique du Nord. C'est pas grave, c'est l'équipe de France, il y a des titulaires et des remplaçants, et ça tourne. Il faut qu'on apprenne à travailler comme ça. Et le deuxième sujet, c'est même pour le monde sportif français, c'est vendre son savoir-faire, le savoir-faire français, la structuration du modèle sportif français est reconnue dans le monde entier. On doit pouvoir former des entraîneurs, nouer des partenariats, comme le font beaucoup de fédérations déjà, avec d'autres pays, pour comment former les gens, comment développer des infrastructures, pour que vendre le savoir-faire du CNOSF ou des fédérations délégataires. C'est extrêmement important. On a un savoir-faire en France. C'est-à-dire qu'organiser des grandes compétitions internationales en France, on sait faire. On l'a vu avec la Coupe du Monde, avec le Championnat d'Europe, l'an prochain 2023, je parle même pas des JO. Donc on a cette expertise-là qui est reconnue. On a des entreprises qui s'exportent grâce à cette expertise. C'est vrai qu'il faut le valoriser. Bon, il y a la filière économique qui a été portée par le ministère qui permet quand même de consolider et de fédérer et de faire savoir surtout cette expertise. Et puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent déjà à l'étranger. Donc il faut le valoriser, ça correspond à ce que disait Benoît, il faut aussi valoriser tout ce qu'on sait faire de bien et toute cette excellence. Et c'est un travail qu'on doit mener conjointement. Et accessoirement, on organise en France déjà depuis plus de 100 ans 2 événements majeurs qui sont Roland-Garros et le Tour de France. Donc voilà, ce savoir-faire, il existe chez nous. Et il s'exporte. Enfin, l'image en tout cas, ça exporte. L'image, il faudrait que l'économie s'exporte maintenant. Sur justement ce sujet export, les entreprises françaises aussi, il y a celles qui sont déjà habituées à répondre à des marchés liés à une activité sportive. Néanmoins, il y a quand même des entreprises qui hésitent à y aller. Or, les événements sont aussi là pour les aider à aller justement à l'export ou à montrer, à mettre un premier pas aussi dans cette filière économique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de travail d'évangélisation à faire auprès des entreprises qui, elles, qui ne regardent pas encore le sport comme une filière économique ? C'est sûr, il y a la constitution de cette filière économique à part entière, et puis il y a plein d'initiatives. Le GIE France Sport Expertise est un moyen aussi d'aider, d'accompagner ce tissu économique et cette excellence française à l'international. Et puis je pense que on doit décomplexer, tu l'as dit tout à l'heure, décomplexer toutes les entreprises, y compris les PME, les très petites entreprises, à prendre part à cette aventure, et souvent d'ailleurs en cohorte avec d'autres groupes plus importants pour pouvoir réussir à l'emporter à l'international. Et pour ça, je pense que l'État français a un rôle à jouer pour nous aider et pour les aider, comme le font nos concurrents, parce que c'est un monde concurrentiel, et que ça doit être des sujets qui doivent être portés
par le ministère de l'économie, par le ministère des Affaires étrangères, et pas regarder le sport, hein, c'est quoi cette petite personne-là qui vient en jogging pour moi. C'est pas ça, c'est un vrai. Et aujourd'hui, franchement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas, et ça doit être porté à haut niveau de l'État, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie, pour aider, parce qu'aller à une petite TPE qui va au PME, qui va s'attaquer à un marché, ça fait peur. Et l'État français doit soutenir cette démarche. Il doit finalement accompagner la démarche. Bien sûr. Mais il y a eu un projet en ce sens-là. Enfin, il y a aujourd'hui, Oui. on sent quand même que l'État en a pris conscience sur les filières et qu'il y a une volonté de fédérer, de concentrer, d'accompagner pour être présent. Hein. Peut-être une dernière question pour chacun d'entre vous. C'est quoi le défi majeur, c'est-à-dire le défi numéro 1 parmi tous ceux que l'on a évoqués ensemble? Quel est celui qui pour vous paraît le premier à enclencher? Moi, il me semble que ça serait de changer la représentation que l'on se fait, que notamment les élites économiques peuvent se faire du sport. Au sein de notre groupe, on essaie de contribuer à ça. Oui, le sport est un secteur économique à part entière. Oui, le sport représente un savoir-faire, des savoir-faire français. Oui, c'est une opportunité de croissance, de développement, de lien social, au-delà même de l'économique, absolument majeur. Et profitons de cette aventure olympique et paralympique de 2024 pour que avant, pendant et surtout après, on puisse réussir à changer ces mentalités dans notre pays. S'agissant du comité olympique, je crois qu'il y a l'obligation pour nous de conserver ce que nous sommes tout en nous transformant. Aujourd'hui, on a une expertise sur l'organisation de compétitions, on sait faire parfaitement, hein, encore une fois nos 16 millions de licenciés l'attestent, mais se développe en parallèle une activité de loisirs, une activité hors fédé, une activité non compétitive. Et je crois que tout l'enjeu pour nous, monde fédéral, c'est justement de leur parler directement, de leur dire que dans la fédération, dans une fédération, tu as ta place, qu'il y a du lien social. Et notre enjeu, et c'est en lien avec la transformation économique, c'est comment aller parler à ces personnes qui ne feront jamais de compétition, mais qui font du sport. Et donc notre projet à nous, le projet qui est porté par le CNOSF à travers Brigitte, c'est vraiment de mettre en place des outils pour aider les fédérations à se transformer. Quand tout change, rien ne change. C'est un petit peu l'idée de conserver ce que nous sommes, parce que je pense que c'est une vraie fierté. Et c'est une vraie force, c'est une vraie force pour le pays. Et quand on compare par rapport à d'autres nations, eh bien on voit bien que la force du bénévolat en France est complètement minorée, mais c'est une réalité exceptionnelle. Et donc ça, il faut conserver ça. Mais en parallèle, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller chercher des nouveaux adhérents sur un public qui ne serait pas forcément un public compétitif. Alors moi, je vais tricher, je vais donner deux, moi. Je vais donner deux. J'avais dit un, mais ouais. bon. D'abord, faire de la France une vraie nation sportive, au sens large du terme, comme vous venez de le dire, en fait, messieurs, au sens large du terme. Il faut absolument qu'on profite des Jeux Olympiques et Paralympiques pour faire de la France une vraie nation sportive, au sens large. Pas que des médailles, pas que la performance, et qui lie tout le tissu économique français. Et le deuxième point, c'est que on ait profité de ces Jeux Olympiques et Paralympiques et de ces 2 années et des grands événements qui arrivent, comme France 2023 aussi au rugby, pour avoir structuré une vraie filière en tant que telle, identifiée en tant que telle, pour nos gouvernants, pour nos entreprises, pour justement faire des champions, il y en a déjà, mais faire encore plus de champions français qui a gagné des parts de marché à l'export. Merci à tous les trois. On sent bien que les défis sont nombreux. Ils ne sont pas irréalisables, hein, mais en tout cas, ça constitue une bonne compétition. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous.